Bonjour à tous et bienvenue sur Today I Learn avec aujourd'hui un nouveau tuto, un tuto PowerPoint, mais j'ai envie de dire presque un tuto plus théorique que vraiment complètement PowerPoint. Il pourrait vous servir aussi d'entre d'autres outils, toutes ces informations que je vais vous donner aujourd'hui. Le but c'est de faire une présentation efficace, un PowerPoint ici en l'occurrence efficace. Je vais quand même vous donner quelques astuces pratiques aussi sur PowerPoint aujourd'hui. Mais on va être quand même aussi beaucoup dans la théorie, on va parler de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire pour que votre présentation, votre PowerPoint soit efficace, pour que les gens le retiennent, en soient peut-être surpris positivement, le trouvent joli, le trouvent beau, le trouvent du coup peut-être efficace, retiennent les informations que vous allez donner dedans. On va se lancer dans ce tuto, mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Bonjour, si vous êtes ici, c'est que vous avez aimé les tutos que vous avez trouvés sur cette chaîne. Merci déjà de les avoir regardés. Et puis si vous voulez nous soutenir pour en avoir plus, qu'on continue à faire plus de tutos ensemble, qu'on découvre toujours plus de nouvelles solutions sur Excel, sur PowerPoint et sur la suite Adobe, eh ben vous avez des possibilités pour vous abonner. Vous avez 3 formules d'abonnement que vous voyez ci-dessous en description qui chacune donne des récompenses différentes. Mais bien sûr, le principal, c'est que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de dégager un peu de temps pour continuer à faire des tutos gratuits et bien sûr avec des tutos exclusifs sur les niveaux supérieurs d'abonnement. N'hésitez pas, regardez tout ça si ça vous plaît. On se retrouve sur Today I Learn. À bientôt, merci. Alors je vous le disais, on est tous, je pense, on connaît tous un petit peu le problème de PowerPoint et de la mort par PowerPoint, comme on avait appelé ça il y a quelques années, Death by PowerPoint, qui était né avec ce genre de slides, des slides qui venaient du gouvernement américain, vous voyez, et dans lesquels on ne comprend plus rien, puisqu'il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de choses, on ne sait plus ce qu'on veut communiquer ici, est-ce qu'on veut parler de Prism, est-ce qu'on veut parler de Yahoo, est-ce qu'on veut parler de Skype, est-ce qu'on veut parler de cette espèce de trait de volume échangé. A priori, ça serait ça l'image, mais qu'est-ce qu'on retient ici de cette slide? On ne sait plus exactement, et c'était un peu ce genre de slide qui peut donner, qu'on connaît tous, finalement, dans nos réunions, on assiste tous, et parfois, nous-mêmes, on fait l'erreur de faire ce genre de slide beaucoup trop chargés qui vont créer une petite mort par PowerPoint auprès de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, de ce que, voilà, des gens qui voient votre conférence. Je ne sais pas comment vous travaillez, mais en tout cas, ce genre de slide, on va se dire qu'aujourd'hui, le but, c'est de les éviter, de ne plus faire ce genre d'erreur, de vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus efficace comme PowerPoint. Et ce que je voulais vous faire comprendre avec cette slide, c'est un peu ce qu'avait dit Richard Solverman dans une InfoDesign interview, c'est que il faut se mettre à la place d'un auditeur, d'un téléspectateur, d'un spectateur, de quelqu'un dans la salle qui va regarder votre PowerPoint, et là, presque par erreur dans la salle, et qui ne connaît pas votre sujet et qui ne comprend rien. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne va rien comprendre à ce à quoi vous parlez, ce dont vous parlez. Il ne connaît pas le sujet, il n'est pas expert dessus, il n'a jamais travaillé dessus, il n'est pas dans le projet. Et une fois qu'on se met à la place de quelqu'un qui est comme ça, en fait, on réalise ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire pour rendre l'information compréhensible. C'est en se mettant à la place de quelqu'un qui ne comprend rien qu'on se permet de se donner les moyens de faire quelque chose de compréhensible. Pour faire quelque chose de compréhensible, pour faire quelque chose d'efficace, c'est très simple. Il y a un grand secret à retenir de toute cette présentation. Je vais vous le dire tout de suite. C'est celui-ci. Moins égale plus, ou plutôt, comme on dit en anglais, less is more. Ça veut dire en faire plus avec moins. Qu'est-ce que ça signifie derrière cette expression? Ça veut dire que le secret, pour faire du beau PowerPoint, du PowerPoint efficace et utile pour passer vos messages, ça va être tout simplement de simplifier. Simplifier, faire du vide, enlever des encadrés, enlever des repères, enlever des ombres, enlever des effets, enlever toutes les choses inutiles. On va les enlever pour se concentrer vraiment sur l'information utile, les choses qu'on veut faire retenir à notre auditoire. C'est ça, je crois que c'est la slide à retenir ici sur le principe théorique, c'est celle-ci, c'est tout simple, vous avez 3 signes, moins égale plus, vous faites plus en faisant moins, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez pour vous reconcentrer finalement sur la chose la plus importante, sur le message que vous voulez faire passer. Alors comment? Avec moins de titres, moins de couleurs, moins de dégradés, moins de décoration, tout ce genre de choses, vous allez peut-être réfléchir à chaque fois maintenant
à les enlever, à vous dire est-ce que c'est utile d'avoir des puces qui ont une petite forme extravagante, on va dire, est-ce que c'est utile d'avoir ce dégradé de couleur, est-ce que c'est utile d'avoir ce titre-là et ce sous-titre-là et ce sous-sous-titre-là, et est-ce que c'est utile d'avoir le numéro de bas de page par exemple. Ce genre de réflexion, je vais développer ça juste après. On se dit qu'on enlève peut-être tout ça, on enlève tout ça pour pouvoir aller vers plus de lisibilité, on va aller vers peu d'informations, mais plus lisible, plus facile à retenir, moins noyé dans tout le reste. Et les deux choses à se demander finalement, mais qui sont presque la même chose, les choses qu'on va se poser comme question, comment faire du moins, comment faire du bon moins, comment vraiment sélectionner les informations. Il y a premier réflexe, c'est que chaque fois que vous avez quelque chose sur votre slide, est-ce que ça apporte une info vitale? Il y a quelque chose qui s'appelle le ratio encre sur info en design, sur information, hein. Est-ce que j'ai envie de dire pigment d'encre ici, chaque pixel de votre écran, de votre slide, va apporter une information vitale, ou est-ce que c'est une décoration qui n'est pas une information vitale? Ici, vraiment, ça vaut pour tout, hein. J'en en reparlera tout à l'heure, mais ça peut être vraiment les ombrages, les traits dans un tableau, par exemple. Est-ce que tous les traits noirs d'un tableau apportent de la lisibilité, ou est-ce que si on les transforme en traits blancs ou légèrement gris avec un petit espacement qui fait comprendre qu'on est entre deux lignes et deux colonnes différentes, ça suffit? Je pense que personnellement, vous avez compris que oui, ça va suffire. Ça n'apporte pas forcément une information utile de noircir la slide, d'apporter un peu de lourdeur avec des traits noirs et gras, etc. En coloriant toutes les cases, c'est pas forcément nécessaire. Idem avec les encadrés, hein, par exemple. Si vous avez un encadré sur une slide, pourquoi pas, mais souvent, quand je retouche les slides pour mes clients, sur une même slide, il y a un encadré, deux encadrés, trois encadrés, quatre encadrés. À partir de ce moment-là, est-ce qu'un encadré est encore un encadré si tout est encadré? Est-ce qu'on met encore quelque chose en valeur si on met tout en valeur? Si on met en gras absolument tout le texte, est-ce que on a encore besoin d'utiliser du gras? Voilà un petit peu les choses qu'on peut se poser derrière ce bloc là à gauche de est-ce que ça apporte une info vitale? L'autre information que vous devez vous poser, l'autre question que vous devez vous poser par rapport à votre information, c'est est-ce qu'il y a bien une seule information par slide ou est-ce que j'en mets plusieurs? Euh, voilà, ici vous l'avez compris, il y a une information et c'est une information vitale. J'ai un peu triché volontairement, je voulais forcer dans cette slide, moi voilà, à mettre deux blocs et à mettre les deux principes vraiment, les deux grandes questions qu'on va retenir quand on va être face à une information pour voir si on la supprime ou si on la supprime pas. Une information égale une slide, et puis est-ce que dans cette slide, tout ce qu'on voit est vraiment vital pour transmettre cette information? Alors comment on va faire tout ça? Comment on va réduire un peu cette information maintenant que vous avez compris le principe? Je vais quand même aller un petit peu plus loin sur le comment faire pour passer ces informations vitales. Et notamment, on va voir là tout de suite plusieurs aspects d'un PowerPoint réussi sur lesquels moi, personnellement, je vais travailler quand je vais retoucher les PowerPoint de mes clients. Ces aspects, ça va être la grille, les icônes et symboles qu'on va pouvoir utiliser, les contrastes qu'on va utiliser, le travail sur les couleurs, les polices, les images, souvent assez mal utilisées dans les PowerPoint aujourd'hui encore, et les animations avec, vous le voyez, un petit warning, parce que ça aussi, il y a beaucoup à en dire. On va tout de suite se lancer sur la grille. Alors la grille, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est cette espèce de guide de construction que vous voyez sans voir à travers aujourd'hui tous les outils que vous regardez, tous les livres que vous allez lire, tous les manuels d'explication des nouveaux appareils que vous allez recevoir à Noël à votre anniversaire, tous les magazines, comme je le disais, surtout les magazines qui sont souvent construits avec une grille. Eh bien voilà, vous avez une grille imaginaire hein, qui n'est pas imprimée, on le voit bien sur l'image de gauche avec ses traits bleus, qui va être en fait un grand guide pour construire quelque chose qui va être simple à comprendre, qui va être simple à regarder et qui va passer efficacement les informations. Cette chose-là, donc c'est la grille, cette structure-là, c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel vous-même en PowerPoint, vous allez devoir vous atteler à respecter. Après tout, si on le fait pour un magazine, si on le fait pour des publicités, pourquoi pas ne le faire sous PowerPoint puisque ça a une utilité. Cette grille, elle va vous permettre tout simplement, en la respectant, en retravaillant vos slides pour les faire rentrer dans des contraintes de grille, elles vont vous permettre tout simplement de passer des informations de manière, presque
j'ai envie de dire sans que le spectateur, sans que l'auditoire s'en rende compte. Une fois que l'auditoire va comprendre au bout de 2 slides que le titre est toujours à cet endroit-là, que le bas de page est toujours à cet endroit-là, que l'information importante dans la slide, elle est toujours à peu près à cet endroit-là, lui-même, il va gagner entre guillemets en effort, son œil va aller directement sur l'information importante. S'il a besoin d'aller lire le titre, il saura directement où il est. Et là, j'insiste vraiment beaucoup sur le fait que quand je dis ça directement, il y a des études qui montraient qu'une différence de 1 pixel dans une slide projetée sur un écran pouvait être déjà quelque chose qui perturbait un auditoire, hein, type, voilà, vous avez bougé votre titre un tout petit peu vers le bas entre 2 slides parce que vous vouliez gagner de la place, j'en sais rien. En fait, ça va être quelque chose de perçu, ça va être quelque chose qui va gêner, et ça va gêner, donc ça va aussi gêner l'accès à l'information principale que vous vouliez faire passer. De même, imaginez-vous dans une pièce, quand vous entrez, là je parle dans la vraie vie, dans une pièce, il y a un cadre. Il y a aussi des études qui ont montré que un cadre qui était penché de 0,5 degrés, l'œil humain pouvait le percevoir et se sentir légèrement gêné par ça. On voit que le cadre n'est pas aligné avec le sol. Donc vous voyez, votre esprit, quelque part inconsciemment, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, va remarquer toutes ces choses, va s'habituer à des structures très vite et va du coup remarquer ce qui rentre dans ces structures et remarquer ce qui en sort. Et toutes ces structures, autant les utiliser finalement pour nous, pour faire passer le message plus simplement, en créant nous-mêmes la structure et en la respectant. Donc vous l'avez compris, faire du beau, faire de l'efficace, c'est d'abord et avant tout respecter la grille que vous allez mettre en place pour tout simplement gagner du temps, se servir de réflexes inconscients de votre auditoire pour faire passer votre message. Je voulais aussi revenir sur les icônes et symboles qui sont à mon avis importantes à utiliser, hein, sachant que je refais juste une petite définition théorique ici. Une icône, c'est une représentation littérale, hein, un œil pour représenter un œil. Pour représenter, voilà. Ici, vous avez compris, on utilise vraiment le dessin de l'œil pour le dessin d'un œil, quoi, hein, tout simplement. Le symbole, c'est une représentation abstraite, tout simplement. Ça veut dire que si on ne sait pas à quoi ce symbole se réfère, ici c'est la radioactivité, je crois, si on ne sait pas ça, en fait, on ne peut pas le deviner. Il n'y a pas d'association d'esprit. C'est quelque chose qu'on apprend avec l'âge, quelque part, qui est très abstrait. Et puis ça, c'est un indice. Un indice, c'est une représentation par association, je vais y arriver. Indice tout simplement parce qu'ici on veut pas représenter un parapluie, on veut représenter le fait qu'il pleuve, qu'il y a une mauvaise météo par exemple. Donc là on est plutôt sur un indice. Tout ça pour dire que vous pouvez bien sûr, et vous devez même, pour gagner en efficacité encore une fois, vous servir de l'utilisation de ces icônes, de ces symboles ou de ces indices si elles permettent de vous faire gagner de l'information, au lieu d'écrire 3 lignes pour dire on va parler de radioactivité, peut-être juste mettre le symbole de radioactivité. Voilà, vous avez compris qu'encore une fois, on est toujours dans ce fameux ratio de comment je baisse mon niveau d'encre, comment je baisse mon niveau de place utilisée, de pixels utilisés pour transmettre l'information. Alors pour ça, vous avez 2 outils que je voulais vous montrer. D'abord, dans PowerPoint, rapidement, vous avez l'outil via l'insertion, tout simplement. Donc là, je suis dans l'onglet insertion, des icônes. Et ici, vous en avez des dizaines, voire des centaines que vous pouvez utiliser gratuitement, librement, qui sont créés par Microsoft Office, qui sont à votre disposition et que vous pouvez, une fois utilisés, grandir, changer de couleur, etc., etc. Vous avez aussi ce qui existe sur Internet, un site qui s'appelle thenonproject.com. Je remettrai bien sûr tout ça dans la description, ne vous inquiétez pas, et vous pouvez aller chercher aussi là-dedans, voilà, plus de 5 millions d'icônes. J'en ai pris une un peu au hasard en tombant sur la page d'accueil, mais il y en a vraiment énormément, elles sont de super qualité. N'hésitez pas à aller voir, le seul petite contrainte, et c'est normal, c'est de créditer les artistes si vous utilisez leurs icônes. Donc voilà, quand vous prenez l'icône, ça vous donne de toute façon le nom de l'artiste et vous pouvez le mettre à la fin de votre PowerPoint dans les annexes pour dire que vous avez utilisé ces icônes, tout simplement. Et vous voyez que vous pouvez aussi les customiser, changer un peu des choses, donc il y a pas mal de petits trucs sympas à faire avec The Non Project. On revient à PowerPoint sur sur nos icônes, avec une dernière solution, vraiment si vous trouvez pas, c'est la solution de fusionner les formes dans PowerPoint. Vous créez plusieurs dessins et puis avec ces boutons de fusion de forme, vous pouvez vraiment créer la forme que vous voulez pour en faire une icône que vous pouvez utiliser ici après, vous voyez, avec tous les effets possibles de PowerPoint. Là-dessus, je vous renvoie à un tuto que j'avais déjà fait sur la fusion de forme, sur la création d'icônes, et puis j'en referai de toute façon d'autres pour vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser de manière de plus en plus complexe, cet outil de fusion de forme, pour créer toujours exactement ce qu'il nous veut, ce dont on a besoin, pour toujours dans le but de transmettre le mieux possible l'information qu'on veut grâce cette fois-ci aux icônes. Je voulais aussi qu'on parle un petit peu de contraste dans la manière de faire
circuler une information, de faire remonter une information, de mettre en valeur une information. Voilà, il y a 6 types de contrastes qui existent, qui sont disponibles à vos soins. Quand vous allez utiliser ça, je vous les détaille pas, orientation, position, forme, taille, texture, poids, voilà, je les énonce rapidement. Vous voyez tout de suite, naturellement, en fait, ce que ça veut dire, rien qu'en les regardant. Et tous ces outils que vous avez à votre disposition, ça peut être très utile pour justement refaire sortir une idée, refaire sortir un texte de manière un peu plus valorisante. Si vous en avez beaucoup dans une slide, ce qu'on préfère éviter, et ben vous pouvez toujours utiliser ces 6 idées de contraste-là pour vous dire que vous voulez faire ressortir l'idée de telle ou telle façon. Dans les contrastes, on parle justement du texte. Je vous signale aussi une petite règle ici qui sera plus utile, qui sera en fait la règle un peu, on peut dire, de palier, que vous voyez peut-être, j'imagine, visuellement en constatant cette slide devant vos yeux. C'est que c'est pas très utile de faire des contrastes de taille en termes de police qui grandiraient très peu. Quand on va augmenter la taille de police de 2 par 2 points, donc de 14 à 16 à calibri 18 à calibri 20, voilà, et on se retrouve avec la colonne de gauche, où finalement c'est presque difficile de dire que lequel est vraiment plus grand que lequel entre les 3 premiers. On le sait, mais c'est pas une information qui saute aux yeux. L'information, elle saute beaucoup plus aux yeux quand vous allez utiliser des vrais contrastes, c'est-à-dire des sauts plus importants entre les tailles de police. Il va vraiment falloir utiliser un ratio, entre guillemets, de sauts plus important. Il ne faut pas hésiter là-dessus à dire, ok, j'utilise ma police d'écriture principale, c'est le 14, et ma police de sous-titres dans laquelle je veux mettre les choses en valeur, etc. Je vais pas prendre du 16, je vais peut-être plutôt prendre du 18, voire du 20. Et à partir du moment où vous dites, bon, bah, je prends du 18, entre 14 et 18, il y a 4 points, ça veut dire que après vous allez rajouter 4 points de plus à 18 si vous voulez faire encore un niveau au-dessus et utiliser du 22. Il faut pas hésiter, voilà, à grandir cette valeur dans laquelle on va utiliser les contrastes, en tout cas en ce qui concerne la taille des textes. On va parler rapidement des couleurs, avec j'ai remis ici quand même pour information, on va dire de base, la signification un peu alors théorique et culturelle, et quand je dis culturelle, je fais plutôt allusion à la France ou en tout cas aux pays d'Occident, on va dire, des couleurs. Il y a une signification derrière les couleurs, on associe souvent les couleurs à quelque chose, c'est toujours bon de le savoir, de le garder en tête qu'on va en faire nos designs de PowerPoint. Moi je sais que ça paraît tout bête, mais il y a des clients pour lesquels j'ai travaillé, qui travaillaient sur des graphiques, et pour parler des bonnes réponses, ils les mettaient en rouge et en orange. Alors ça peut paraître très étonnant comme réflexe, Je pense qu'en fait juste ils n'y avaient pas pensé, et bien sûr que ça leur paraissait évident qu'en fait c'était mieux quand je les avais repassés par exemple en bleu et en bleu clair ou des choses comme ça pour signifier que c'était une information, ou en vert si on voulait dire qu'on était quelque chose de positif. C'était quelque part évident pour eux, mais ils n'y avaient pas pensé. Voilà, ils avaient fait ça rapidement dans leur tête. Mais je pense que c'est important de le garder en tête et de le savoir et de se poser la question quand on voit notre slide pour faire moins, on va supprimer, je vous l'ai dit depuis le début, on supprime pour pouvoir faire quelque chose de plus lisible. Et ben ici on supprime une incohérence. Si on supprime une incohérence culturelle en disant je vais vous donner une information positive, je la mets en rouge, ça va gêner les gens. Le but, on l'a dit, c'est de moins gêner les gens au plus possible, de faire le plus simple, de les moins les gêner le possible, et donc d'être le plus cohérent quelque part avec leur représentation culturelle, avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils ont appris inconsciemment, et donc que l'information, en fait, c'est plutôt quelque chose de bleu ou de vert. Et que quand on va aller dans le jaune, le rouge ou le orange, ça va être des choses plus négatives, cautionnées vers le danger, etc. Je vous ai mis un petit graphique d'Ishihara en haut à gauche, qui est le fameux test pour voir si on est daltonien. Faut pas oublier quand vous faites vos designs PowerPoint aussi, qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont daltoniens. Je crois que c'est un homme sur 10, c'est une maladie qui touche un peu plus les hommes, qui est daltonien. Donc si vous faites une présentation dans une grande pièce avec plein de gens, vous avez quand même des chances qu'il y ait des gens qui soient atteints de daltonisme, et donc qui ne voient pas correctement les couleurs que vous avez choisies. Donc là-dessus, une bonne façon de voir si vos couleurs sont choisies, c'est tout simplement d'imprimer en noir et blanc et de vérifier vous-même si vous voyez bien les différences entre les différents niveaux de gris que vous avez du coup devant les yeux. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, ça sera aussi bon pour quelqu'un qui ne perçoit pas les couleurs comme vous. Il verra également une différence de couleur. Il verra peut-être pas exactement les couleurs que vous avez choisies, mais il verra bien la différence de couleur. Voilà pour la petite astuce. On continue sur les couleurs rapidement. Je voulais vous montrer
un petit outil, enfin plusieurs outils, sites et outils pour vraiment sélectionner vos couleurs, pour se dire j'ai envie de faire un beau PowerPoint avec une gamme de couleurs qui est harmonieuse. Pour ça, il y a pas mal d'outils en fait qui existent en ligne. Je reviens sur Internet avec tout simplement Coolors, alors en fait, coolors.co, encore une fois, je mets ça dans la description. On a également color.adobe.com ou ici par exemple colorhunt.co, qui sont 3 sites sur lesquels vous pouvez trouver des palettes dans lesquelles vous pouvez construire vos palettes de couleurs, et vous voyez qu'elles peuvent être classées par préférence, etc. des gens. Donc c'est quelque chose qui est très utile pour savoir ce qui peut plaire aux gens éventuellement. Je dis pas forcément qu'il faut prendre les plus populaires, mais en tout cas ça peut être utile. Et une fois que vous avez sur un de ces sites, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez récupérer les couleurs directement avec leur code hexadécimal. Seulement dans PowerPoint, le code hexadécimal ça sert pas à grand chose. Alors dans ce cas, vous allez aller dans votre menu démarrer de Windows, et puis vous allez tout simplement aller taper capture, et vous allez avoir outil capture d'écran qui va apparaître. Vous faites un nouveau capture d'écran, et vous voyez qu'ici ça me propose en fait de capturer la zone d'écran que je veux, et ça me l'affiche dans ce fichier outil capture d'écran. Je peux faire CTRL-C, et je peux aller maintenant faire CTRL-V dans mon PowerPoint et la récupérer facilement, sachant que maintenant si j'insère n'importe quelle forme dans PowerPoint, je peux aller tout simplement dans son remplissage avec la pipette, aller chercher les couleurs, vous voyez, de ma petite palette que j'ai sélectionnée sur les sites que je vous ai mentionnés. Donc ici, c'est ça que je voulais dire sur cette slide, avec on va revenir en plein écran, avec l'outil capture écran sur une palette que vous aimez bien. Vous la remettez sous PowerPoint tout simplement avec la petite outil pipette que je vous ai montré sur les outils de forme. Et après, on en revient, vous voyez, aux icônes, etc. Vous pouvez les réutiliser avec cette fameuse palette de couleurs que vous avez trouvée grâce aux outils que je vous ai donnés. On reste toujours sur les couleurs et les contrastes, avec quand même juste, je rappelle, si vous voulez faire des contrastes qui se voient vraiment sous PowerPoint, une règle simple, vous mettez une valeur claire, une valeur foncée. Voilà, je vais pas détailler plus que ça, il y a des histoires de teintes, de saturation, etc. Juste gardez à l'esprit qu'il vous faut, si vous mettez un fond plutôt clair, il va vous falloir une valeur de police plutôt foncée. Donc que ça soit un marron foncé, un vert foncé, un bleu foncé, je parle pas de la couleur, je parle vraiment de la teinte qui sera foncée si vous avez mis en fond de slide une teinte claire. Et inversement, si vous faites un encadré et qu'il cet encadré a un fond qui a une teinte plutôt foncée, utilisez tout simplement des polices plutôt très claires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va éviter d'utiliser des teintes moyennement claires avec des teintes moyennement foncées, parce qu'on ne verra pas le contraste et rien ne ressortira. Et du coup, vous allez perdre la mise en valeur de cette information que vous vouliez encadrer. On parle un petit peu des polices avec quelques petits tips là-dessus, avec, vous voyez, des choix, on va dire, de police. Alors j'ai mis ici préféré avec un petit pouce, ça veut pas dire que on peut pas utiliser les autres, mais il y a des choses qui sautent moins aux yeux, encore une fois, qui sont plus agréables à lire que d'autres. Et ça, c'est notamment lié au ratio qu'on va utiliser dans la police. Le ratio, par exemple, largeur sur hauteur, c'est tout simplement comment chaque lettre va apparaître dans le mot global, puisque les gens en fait ont plus tendance à lire des formes que des mots directement. Plus on lit, plus on a l'habitude de lire dans notre langue, etc. On reconnaît plus les formes que les mots, c'est pour ça qu'on lit très vite. Et donc vous avez des choses qui permettent de mieux lire ces formes, d'aller plus vite. En général, on recommande un ratio entre ce largeur sur hauteur de 3/5 pour que ça soit facile à lire. C'est-à-dire que les polices doivent pas être trop narrow, tout simplement, pas trop serrées ou pas trop extended, comme ça veut dire ici, avec des lettres trop séparées. Donc vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus classique. Ici, je parle aussi tout simplement du ratio forme contre forme, donc ça va être tout simplement la forme versus le blanc qui est utilisé. Alors depuis le début, je vous dis, il faut faire du vide, il faut mettre le plus de blanc possible, en gros, et le moins d'encre possible. Seulement, il faut pas aller trop loin non plus. Quand on va utiliser quelque chose de trop léger, trop fine, ça va être difficile à lire, et de même quelque chose de trop gras à l'écran, ça peut rapidement devenir des pâtés qui vont être très difficiles à lire. Donc ici, encore une fois, l'exercice, ça va être de trouver le bon ratio.
Pour les types de police, vous avez ici en haut à droite toutes les types qu'on va appeler avec empattement, hein. Donc c'est ces fameuses petites choses que vous voyez là sur la droite quand ça dépasse un peu, quand il y a un empattement à la fin des lettres. C'est les polices, ce qu'on appelle sérif, hein, empattement, avec empattement. Donc les polices sérif sont plutôt utilisé, on va dire, dans des choses de type information. Vous voyez le Times New Roman, par exemple, hein, elle est très connue pour ce qui va être l'information. Les polices sans sérif, hein, donc qui n'ont pas ces empattements, comme Phenomena, Calibri, Verdana, elles sont souvent utilisées pour le design, pour l'information, elles transmettent en général mieux les informations. Il y a beaucoup de ces polices sans sérif qui sont utilisées notamment dans la publicité, hein, les fameuses Helvetica, etc., les Phenomena. Donc on a souvent un côté beaucoup plus facile de transmettre l'information avec ce genre de police, voilà, sans sérif. Certaines polices ont été designées aussi dans leur nature pour le papier, par exemple Arial, alors que certaines ont été conçues pour être directement lisibles mieux sur écran, plus que sur papier presque. Donc par exemple je pense à Calibri ou Roboto qui ont été vraiment conçus avec cet esprit d'être lisibles sur écran, lisibles sur projection. Donc en gros vous savez que vous n'allez pas faire trop d'erreurs si vous sélectionnez ce genre de police, Roboto, Calibri, puisque de toute façon elles ont été conçues pour être lues sur des écrans. Pour trouver des polices sympas que vous pouvez utiliser, encore une fois rapidement, je vous mets ça dans la description, mais vous avez des sites comme dafont.com ou fontsquirrel.com qui vous permettent d'aller télécharger des centaines, voire des milliers de polices qui pourraient vous plaire pour vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder là-bas, il y en a vraiment plein. Il faut être on va plus sélectionner ce qu'on veut, par rapport à tout le choix qu'il y a, parce que il y en a presque trop. Mais voilà, vous avez en tout cas beaucoup de ressources sur ces deux sites pour les polices. On continue rapidement sur l'histoire des polices d'écriture avec ce qu'on va appeler l'interligne, hein, tout simplement. L'interligne, vous voyez que je vous en ai mis plusieurs exemples avec un interligne 0,8, un interligne 1, un interligne 1,2, un interligne 1,9. Ici, vous avez compris que dans la théorie, dans la pratique, c'est souvent 120% qui est recommandé idéalement pour un interligne. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'une police de taille 12, calibri 12, devrait avoir un écart de hauteur de ligne de 10 points. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se retient. D'ailleurs, vous voyez, j'imagine ici, hein, que c'est ici que c'est beaucoup plus facile à lire. Donc, enfin, en tout cas, qu'on est plus habitué à lire. Je dis pas que c'est pas illisible, hein, dans les autres, hein. 1,9 est pas mal aussi, mais c'est peut-être un peu plus long à lire si on a beaucoup de texte, par exemple. Enfin, sur les polices, je vous recommande, sur vos PowerPoint, quand vous les retravaillez, utilisez vraiment maximum, je dirais 2 ou 3 polices dans votre PowerPoint. Vous en utilisez 2, 3, donc par exemple, allez, pourquoi pas Calibri, Phenomena et Lobster, et c'est tout. Vous utilisez des polices 3, c'est déjà beaucoup. Ça suffira largement pour retenir l'attention, mettre un titre de façon spécifique, créer un espèce d'effet sur quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, plus que 3, ça sert à rien et les gens vont commencer à se dire « Ouh là là, mais ça part dans tous les sens ce truc ». Donc n'utilisez pas non plus, c'est pas parce que vous allez sur Dafont et qu'il y a plein de trucs sympas qu'il faut toutes les utiliser. Restez prudent, encore une fois, changer une police, c'est une information. On transmet une information en changeant la police et je vous l'ai dit, le but c'est de se concentrer sur le moins d'informations possible pour les donner mieux, pour les transmettre le mieux possible. Donc si on commence à jouer avec trop de police, on va à nouveau noyer notre auditoire, donc pas une bonne idée. C'est pour ça que je vous dis rester à 2-3 polices, pas plus, et éventuellement si vous en prenez 3, prenez-en par exemple 2 sans sérif et une sérif, et voilà, je pense que ça serait un bon équilibre. On poursuit en parlant des images, et là je crois que l'image elle-même, justement la slide elle-même, laisse comprendre un peu ce que je voulais vous dire. Si vous mettez une image, encore une fois, pardon, c'est une information. C'est une information, laissez vos images respirer, laissez-les prendre la place. C'est des images, ça veut dire que vous les trouvez jolies, ça veut dire qu'elles sont là pour quelque chose, ça veut dire que vous vouliez montrer quelque chose. Eh ben, montrez-le vraiment. Utilisez toute la slide. Vraiment, servez-vous de l'image comme une mise en scène. Si elle est là, c'est pour quelque chose, donc laissez-la parler, laissez-la respirer. Voilà ce que je voulais dire avec cette slide.
Autre chose qu'on peut dire, si jamais vous n'avez pas envie de la mettre sur toute la slide, bien sûr ça peut arriver, vous avez peut-être envie de mettre du texte quand même à côté ou de mettre 2 images. Dans ce cas, habillez-les discrètement. Vous voyez que j'ai fait un petit habillage à droite avec juste un trait autour de l'image et une légère petite ombre. En fait, ça va permettre de la faire ressortir un tout petit peu plus, puisque encore une fois, vous vouliez mettre cette image, vous vouliez donner cette information d'avoir une image. Ici, tout de suite, vous voyez, si on met absolument rien, ça paraît un peu plat. Elle tombe un peu à l'eau, cette image. On dirait qu'elle est vraiment à plat sur notre slide et qu'elle tombe comme ça, qu'elle est collée sans vraiment d'intérêt. Lui donner un tout petit peu de style pour souligner qu'elle est là justement, pour montrer qu'on a envie de montrer cette image. C'est un peu ça quelque part ce qu'on veut faire. Je vous dis pas de l'habiller avec plein d'effets, des reflets, des machins. Encore une fois, il faut le mieux et l'ennemi du bien. Il faut vraiment rester discret, rester sobre, mais ça veut pas dire ne rien faire non plus. Si vous vouliez mettre cette image, c'est qu'elle a une raison, donc c'est que vous vouliez la mettre en valeur, donc mettez-la discrètement en valeur, qu'on la voit plus que ce côté un peu blend, un peu neutre sur la gauche qui fait qu'on l'oublie aussitôt qu'on l'a vu. Autre astuce sur les images, vous pouvez aussi les détourer, sachez-le, dans PowerPoint. Si vous voulez utiliser juste la silhouette de quelqu'un pour pouvoir faire un petit effet, etc. C'est des choses qui sont possibles dans PowerPoint. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est bien fait. Je referai peut-être un tuto là-dessus un peu plus directement. Je vous montre très rapidement si je sélectionne l'image, je vais dans format de l'image et je crois que vous allez pouvoir faire, je vous dis pas de bêtises, c'est là, supprimer l'arrière-plan, c'est le premier bouton. Et voilà, il va vous proposer automatiquement, ça c'est l'arrière-plan et vous pouvez après éventuellement affiner les choses en disant je veux ajouter tel truc, etc., etc. Enfin, je vais pas le faire ici en direct parce que c'est pas l'objet du tuto, mais sachez que vous pouvez le faire si vous voulez utiliser vos images de manière un petit peu plus percutante. Voilà, là je l'avais fait en un clic aussi, on voit que le résultat est pas parfait du tout, hein. Je me suis pas du tout appliqué. Vous voyez qu'il y a un trou ici et je crois qu'on voit pas bien la basket ici. C'est des choses qu'on peut modifier, là j'ai pas pris le temps de le faire, mais ça peut être une astuce de détourer les images. En tout cas, vraiment, gardez à l'esprit de laissez vos images respirer, laissez-les parler à votre place, mettez-les en valeur en leur donnant toute la place de la slide ou alors un petit habillage discret. Ça permettra vraiment de soutenir les propos que vous vouliez illustrer avec cette image. Enfin, on arrive à la partie des animations. Alors les animations, c'est compliqué, c'est aussi une des parties de mon job parfois quand je retouche les PowerPoints, c'est d'enlever une très grosse partie des animations, pas forcément toutes, mais il faut que vos animations, c'est comme le reste, s'il y a quelque chose, il faut que ça ait du sens. Pourquoi il y a cette animation-là et qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc les animations qu'on va mettre, il faut qu'elles veuillent dire quelque chose. Vous avez peut-être remarqué quand je suis passé à cette slide, quand j'appuie et que j'allume l'animation, vous voyez que mes deux animations, elles ont une signification. Elles apparaissent, elles permettent de dire c'est d'abord ça. On est sur quelque chose d'historique, donc on met d'abord la date la plus ancienne, puis vient 2005 qui apparaît ensuite. Ça, c'est une petite logique pour dire on a une animation qui veut dire quelque chose. Et vous voyez, là, je fais page suivante. Vous voyez que ma transition aussi va vouloir dire quelque chose. Ma transition dit ce n'était pas fini en 2005. En fait, l'histoire continue et 2013 et 2022 apparaissent. Vos animations, c'est un peu ça la logique que j'essaie de vous faire comprendre. Comme le reste, c'est une information. L'animation, même si c'est pas de l'encre entre guillemets utilisée directement, ça convey une information, ça signifie quelque chose pour l'auditoire qui va peut-être comprendre qu'en fait vous vouliez, si c'est bien utilisé, faire passer l'idée d'une continuité, faire passer l'idée d'un progrès avec ce genre d'apparition, etc. Donc réfléchissez aussi à vos animations et surtout, n'en mettez pas trop. Restez vraiment prudent avec les animations. Vous avez vu, c'est quasiment les seules animations que j'ai mis de tout le PowerPoint ici. Voilà, donc vraiment restez très prudent s'il vous plaît avec vos animations. Je ferai bien sûr d'autres tutos sur les animations. On va se quitter là-dessus. C'était la dernière slide, il y en a 26. Vous pourrez retrouver ce PowerPoint à télécharger dans la description pour les membres qui me soutiennent sur Patreon. Et voilà, de toute façon, sinon, je vous souhaite j'espère que vous avez retenu, j'espère que vous avez retenu des choses, j'espère que vous avez compris un peu des astuces pour vous rendre vos PowerPoint un peu plus efficaces, des astuces que moi j'utilise vraiment au quotidien pour améliorer les PowerPoint que je vois. J'espère que vous en avez aussi retiré des choses et je vous dis à bientôt sur Today I Learn. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les alertes pour être prévenu des futurs tutos. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon.